Eh bien bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Bobroff, merci d'être là. Vous êtes physicien, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et surtout vous vous consacrez à l'étude de la mécanique quantique et des nouveaux supraconducteurs. On y reviendra évidemment. Et vous êtes aussi un brillant vulgarisateur, on a pu le voir tout à l'heure dans votre conférence, ici. Vous avez aussi publié mon grand mécano quantique chez Flammarion, qui justement est une vulgarisation de la mécanique quantique. Alors moi, quand on me dit mécanique quantique, je pense forcément à Richard Feynman qui dit si vous pensez comprendre la mécanique quantique, vous ne la comprenez pas. En peu de mots, c'est ça. Alors ça m'arrange complètement, je compte me cacher derrière cette phrase durant toute l'interview. Cela étant, j'ai cru comprendre que la mécanique quantique, c'était une branche de la physique, du même nom, je crois, la physique quantique, qui s'intéresse aux éléments les plus petits, aux éléments vraiment aux objets microscopiques, qui seraient les particules, les atomes. C'est bien ça? Oui, vous avez tout dit. Feynman, il charriait en disant ça, parce que Feynman, c'est un des grands physiciens du domaine et qui avait tout compris de la physique quantique. En fait, c'était au début d'un cours, et on ne met jamais toute la citation, il rajoutait après, je vais vous expliquer comment ça marche. Et ce qu'il disait, en fait, moi je trouve ça intéressant, c'était, je vais vous expliquer comment, mais pas pourquoi. C'est un peu différent. Le physicien, il sait très bien expliquer comment marchent les choses, les lois qu'il les décrit, mais il ne sait pas pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et ce n'est pas son job d'ailleurs d'essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Donc en fait, c'est ça qu'il dit Feynman. Il dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi le monde à petite échelle, l'échelle de l'atome, se comporte de façon aussi étrange, mais je comprends comment. Parce que sinon, son cours, il était ruiné. Quand même, le but, c'est d'enseigner la physique quantique aux étudiants. J'imagine. Et donc, on s'imagine bien que cette physique quantique est partout, quand on parle d'éléments comme des particules, des atomes. Mais du coup, elle est où exactement? On y va là. Alors voilà, ce pantalon, par exemple, il est composé d'atomes. D'accord. Donc chacun des atomes du pantalon est gouverné par la physique quantique. Alors mon pantalon lui-même, il n'est pas quantique parce que quand il y a plein d'atomes ensemble, à la fin, l'air de la pièce, la chaleur fait que ça se calme. Mais si j'allais voir dans chaque atome de mon pantalon, je verrais de la physique quantique. Alors je donne un exemple concret. Par exemple, le pantalon, il est orange, là, orange-rouge, je ne sais pas ce que c'est que cette couleur. Parce qu'il y a de la lumière qui arrive, elle tape dans les atomes, et les atomes bouffent toutes les couleurs, sauf le rouge-orange. Et donc le seul truc qui ressort vers la caméra, c'est du rouge-orange, donc on le voit rouge-orange. Donc la physique quantique, elle permet d'expliquer pourquoi ce pantalon est orange. Elle permet d'expliquer par exemple pourquoi là, je ne traverse pas le sol en tapant. Alors désolé pour la caméra. Normalement, les atomes, c'est très vide. Mais en physique quantique, deux électrons n'ont pas le droit d'être au même endroit avec la même forme. Et vu que dans les atomes du sol, là, il y a des électrons, et dans les atomes de ma chaussure, ils s'excluent l'un l'autre, principe de Pauli, et c'est ça qui fait que la matière est solide. Donc en gros, dans presque toutes les propriétés de ce qui nous entoure, il y a de la physique quantique. C'est juste qu'on ne la voit pas à l'œil nu. On ne la voit pas. Et elle a l'air d'être un peu mystérieuse, cette physique quantique, même pour les physiciens. Qu'est-ce qui la rend si particulière? D'abord, on aime bien entretenir le mythe. Donc on aime bien faire semblant que c'est très mystérieux, très compliqué, alors qu'on la maîtrise complètement depuis, on va dire, presque une centaine d'années. Alors elle est mystérieuse au sens où elle échappe à nos intuitions. Mais le boulot du physicien, justement, c'est de ne pas faire confiance à ses intuitions. D'accord? On est très limité avec nos cinq sens. Moi, par exemple, avec mes yeux, je ne vois pas l'infrarouge ou l'ultraviolet. Pourtant, les physiciens ont montré que ça existait et on sait les manipuler. Donc les ondes, par exemple, de téléphone portable qui nous arrivent, elles sont transparentes, on ne les sent pas, même avec nos doigts. Pourtant, elles sont bien là et on sait les manipuler. En physique quantique, c'est ça, mais de façon extrême. C'est-à-dire que non seulement on ne le voit pas, parce que c'est à petite échelle, mais en plus, il se passe des choses dont on n'a pas l'habitude. Là, par exemple, je suis assis dans cette pièce, ici, à cet endroit-là, maintenant. En physique quantique, je pourrais être littéralement assis ici et ici en même temps. En physique quantique, il y a un truc qui se passe dont on n'a vraiment pas l'habitude en physique normale, c'est que quand on mesure l'objet, il change. En physique normale, si je laisse tomber cet iPad par terre et que je le prends en photo, ça ne va rien changer au fait qu'il tombe. En physique quantique, le fait de le mesurer change la façon dont il se comporte. Donc il y a plein de choses très choquantes pour le physicien qui avait l'habitude de la physique classique, mais on a passé notre vie en science à vivre des choses choquantes. Donc pour moi, la physique quantique, c'est encore le degré ultime du choquant et du fait qu'il faut abandonner nos intuitions. Si on était né à l'échelle de l'atome, on n'aurait aucun problème, on serait habitué à tout ça. Mais malheureusement, on est né à trop grosse échelle. En fait, on est composé de trop d'atomes pour se rendre bien compte de ce que c'est qu'un atome. Et donc là-dedans, on a des éléments qui sont eux-mêmes changeants, ces éléments supraconducteurs. Qu'est-ce que c'est? Les supraconducteurs, alors là, c'est la physique quantique qui nous explose en pleine tête, en quelque sorte. C'est dans des métaux. Si on prend certains métaux, par exemple l'aluminium ou le plomb, et qu'on les refroidit énormément, près du zéro absolu, soudain, ils se mettent à conduire le courant électrique absolument parfaitement. C'est-à-dire que si on fait une petite boucle avec ça, et qu'on met du courant dedans, qu'on enlève la pile, le courant reste. Nous, par exemple, dans notre laboratoire, il y avait une bobine. Quand je suis arrivé, elle était en place déjà, ils avaient mis du courant dedans, ils avaient débranché en 93, 94, et 20 ans après, ça n'avait pas bougé de moins d'un milliardième sans jamais rebrancher. Donc ça, c'est le premier effet très surprenant. Et deuxième effet très surprenant, ça déteste les champs magnétiques. Donc si vous approchez un aimant, ça repousse l'aimant et ça le fait léviter de façon stable. Donc lévitation magnétique d'un côté, conduction électrique parfaite de l'autre côté. C'est ça les supraconducteurs.
Du coup, est-ce qu'on peut contrôler les supraconducteurs? Est-ce qu'on peut les employer dans notre quotidien, par exemple? Alors dans notre quotidien, surtout pas, parce qu'il faudrait plein d'azote et d'hélium liquide et c'est très dangereux et assez cher pour l'hélium, moins cher pour l'azote. Par contre, dans les laboratoires, dans les industries ou dans des endroits un peu contrôlés, aucun problème. Par exemple, les IRM dans les hôpitaux sont pleins d'hélium liquide et de supraconducteurs pour créer des champs magnétiques pour pouvoir mesurer le corps humain. Par exemple, c'est utilisé dans les accélérateurs de particules pour faire tourner les particules. Par exemple, c'est utilisé dans certains relais de téléphone portable pour faire de l'électronique. Donc dans certaines applications de niche, c'est utile. Soyons honnêtes, hein, chez nous, surtout pas, parce qu'il faudrait plein d'azote liquide. Mais ça, c'est pour l'instant. Parce que demain... Ah, parce que demain, on ne sait pas. Parce que demain, on va peut-être trouver des supraconducteurs qu'on n'aurait plus besoin de refroidir. Ouais. Et si ça a lieu, alors là on peut s'amuser. C'est-à-dire que là, on peut tout faire flotter autour de nous. Et pas seulement faire flotter, on peut tenir à l'envers. Et si on peut faire ça, là, on peut vraiment réinventer le design de la maison, réinventer des objets en lévitation dans plein de situations. Ça peut être dans un hôpital pour des raisons d'hygiène, ça peut être chez soi pour le plat à four pour pas qu'il crame la table, ça peut être, voilà, on peut vraiment s'amuser. Et puis le transport électrique, là, on va remplacer toutes les lignes à haute tension par des petits câbles supraconducteurs. Un câble supraconducteur, on peut mettre 1000 fois plus de courant, 10 000 fois plus de courant qu'un câble normal. Donc ça occupe 100 fois moins de place en diamètre. Donc plus besoin de lignes à haute tension, ça peut être enterré haute. Donc on pourrait imaginer une vraie révolution industrielle chez soi, comme dans tout le monde de l'électricité, si on découvrait des supraconducteurs qu'on n'a plus besoin de refroidir. Et ces supraconducteurs, ils ne sont pas nouveaux. Ça fait un bout de temps déjà qu'on sait qu'ils existent. Vous parliez d'Einstein qui avait déjà théorisé avant même d'en avoir fait vraiment l'expérience. Et ça, c'est assez inédit, non? Alors non, là je vous reprends. Alors pas tout à fait. En fait, ils ont été découverts avant d'être compris. D'accord. Ils sont découverts en 1911 par un Hollandais, Kamerlingh Onnes, qui trouve ce truc incroyable. Il appelle ça la supraconductivité le jour où il reçoit son prix Nobel. Il invente ce mot-là. Et on ne comprend pas du tout, et Einstein ne comprend pas du tout d'où viennent les supraconducteurs. Okay. Et tous les grands, hein, Feynman dont on parlait, il va essayer de la comprendre, il ne va pas y arriver, Landau, enfin vraiment les grands noms de la physique. Et c'est trois Américains qui vont comprendre d'où vient cette supraconductivité fin des années 50. Donc il va falloir 40 ans pour comprendre la supraconductivité. Ça, c'est quelque chose de très commun dans mon domaine, c'est qu'on fait des expériences où on découvre des choses incroyables, on n'y comprend rien, et il va falloir des années et des années pour les comprendre. Et une fois qu'on les a compris, ça permet encore de progresser dans la fabrication, et c'est un aller-retour entre théorie et expérience. Donc vous vous intéressez aux nouveaux supraconducteurs. Quelle différence avec les anciens supraconducteurs? Ce serait la question naïve. Ceux qui sont nouveaux, voilà. Ils ont été découverts en 1986 et ils marchent 10 fois mieux que les anciens. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Plutôt, je vais être même plus précis, on se disait la question du comment, pourquoi on s'en fiche, mais comment, on ne sait pas comment ils marchent. On ne sait pas comment les électrons arrivent à se mettre ensemble pour former le supraconducteur dans ces nouveaux supraconducteurs. Donc moi-même, j'y ai passé 20 ans de ma vie, j'ai trouvé des petites choses, mais finalement, moi non plus, je n'ai pas trouvé comment il faisait pour être supraconducteur. Donc moi, je me suis arrêté au bout d'un moment. Plein de gens continuent à travailler dans ce domaine pour essayer de comprendre ça, et parce que ça a ouvert en fait tout un champ de recherche passionnant sur des nouvelles façons qu'ont les électrons de bouger dans certains matériaux. En l'occurrence, c'est plus du tout des métaux, c'est des céramiques. Hein, comme un mug chez soi, là, ou une assiette en porcelaine, c'est ce genre de matériaux. Donc des métaux assez pourris en général, et c'est dans ces métaux particulièrement pourris qu'on trouve les meilleurs supraconducteurs. Et donc c'est un des très beaux mystères de la physique contemporaine. Effectivement. Et donc vous employez à nous montrer un peu par vos expériences comment tout ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous que les gens comprennent cette science qu'on ne voit pas? Alors c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça m'amuse. Et donc j'ai envie de montrer aux gens que c'est incroyable, quoi. C'est des trucs, enfin on fait léviter un aimant, on le retourne à l'envers, on a une loi d'Ohm à zéro, c'est des trucs absolument subjugants. Et voilà, donc ça c'est l'amour des expériences que j'ai et que j'ai envie de transmettre aux gens. Et plus généralement, je pense qu'il y a un vrai enjeu de société à parler aux gens de sciences fondamentales, à ne pas édulcorer, à ne pas faire semblant que c'est facile, à ne pas parler que des applications et des technologies, mais à un moment donné à revenir au fondement, c'est-à-dire c'est quoi la physique quantique? Parce que c'est ça qui va quand même permettre à un moment donné de dire est-ce que l'ordinateur quantique par exemple c'est n'importe quoi ou ça a du sens et ça pourrait exister un jour? Est-ce que quand on nous dit que la physique quantique va permettre de trouver des nouveaux médicaments, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc il y a vraiment un problème de culture chez le citoyen, en société, de faire sentir aux gens ce qu'est la physique quantique. Et puis au-delà de la physique quantique, ce qui m'intéresse vraiment moi, c'est faire sentir aux gens ce que c'est que la science et ce que c'est que la recherche. Comment ça marche la recherche fondamentale? Pourquoi est-ce que moi j'ai passé 20 ans de ma vie dans un labo à essayer de comprendre un tout petit bout des supraconducteurs? Et comment est-ce qu'on peut protéger ça, en faire une bulle et faire qu'ensuite ça ait des répercussions sur la société ou pas. Voilà, donc moi c'est essayer, alors un petit côté je veux défendre, mais essayer de faire comprendre aux gens comment ça marche. Et aussi les processus de validation, faire sentir aux gens que la science, c'est pas comme une news par exemple ou comme le journalisme, que la façon qu'on a de se valider entre nous les informations, c'est pas la même. Et donc sur tous les enjeux, tous les débats de société qu'on a actuellement, les fake news, les climato-sceptiques et tout, c'est aussi expliquer aux gens comment elle se fait la science pour de vrai. Vous avez créé en 2013 un groupe de travail qui s'appelle La Physique Autrement. Et vous collaborez avec des créateurs, des designers
pour trouver des nouvelles formes de vulgarisation et des nouvelles potentialités, on va dire, à cette science. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on s'est rendu compte que nous, chaque fois qu'on imaginait de la vulgarisation, c'était un PowerPoint, une expérience, un public. Donc quelque chose d'incroyablement classique, quoi. Et donc à un moment donné, on en a eu marre. Donc on a été voir des écoles de design, des écoles d'art, des écoles de vidéo, en disant est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir un peu ensemble. Donc on n'arrive pas avec une idée préconçue en disant bah voilà, est-ce que vous pouvez me faire ça en plus joli ou me refaire mon PowerPoint. On réfléchit avec eux, donc au début on vulgarise, on leur raconte un sujet, par exemple l'invisible, ou par exemple l'électromagnétisme, ou par exemple la quantique. Ouais. Et puis après on réfléchit ensemble et on les laisse aller dans plein de pistes. S'ils veulent à la fin faire du design, bah, qu'ils fassent du design. S'ils veulent faire de la vulgarisation, qu'ils y aillent. Mais peut-être ce qu'il y a de particulier dans le processus, c'est qu'on est sur leur dos tout le temps. On est tout le temps là, on vient les voir régulièrement, ils viennent au labo et on interagit énormément pour aller les réalimenter en science, pour s'ils ont besoin de vérifier des trucs, discuter avec eux. Et puis après ils produisent, ça peut être tout et n'importe quoi. Et après nous on va essayer de trouver des façons de s'en servir. Donc on essaie de jamais avoir une espèce de cahier des charges arrêté, mais de co-construire ensemble des nouvelles façons de vulgariser. Et donc on va à la fois réfléchir à, je sais pas, par exemple, comment expliquer une fonction d'onde quantique, avec un bout de plastique, avec un cirque, avec plein de façons. On va aussi réfléchir au format, comment réinventer la conférence grand public, comment montrer un article physiquement de science à un public qui en a rien à faire. Et on va se poser toutes ces questions-là, donc ça c'est de l'innovation. Puis après on le teste devant le public, voir si ça marche ou pas. Et puis après, on essaye de l'essaimer, de le diffuser gratuitement en français, en anglais, en ligne, en licence libre et tout. Et puis après, on essaie de faire des recherches dessus. Donc là, c'est plus des recherches de physiciens, on bosse avec les gens des sciences humaines pour se poser des questions. C'est quoi l'interdisciplinarité? Qu'est-ce qui se passe quand on bosse avec des designers? Est-ce qu'on fait vraiment de la vulgarisation quand on fait ça? Comment le public le reçoit, etc., etc. Donc on se pose encore des questions de recherche, mais un peu différentes des recherches de physique quantique que je pouvais faire avant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et bien de rien. Je pense que j'en sais un petit peu plus sur la mécanique quantique, même si je me garderais bien de le dire sous peine de passer pour un amateur. Si, il faut y aller. Et je peux l'interviewer, moi, sur la physique quantique. Allons-y maintenant. Ouais. Merci. Alors, l'atome, finalement. Mais l'atome, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est ça.